je vais vous dire des choses générales sur André Corbeau pour, en somme, contextualiser le personnage. Puis après, les gens sérieux, qui sont architectes, urbanistes et autres, parleront de choses plus centrales. André Corbeau est né à Genève en 1928. Il avait appris le grec et le latin au collège de Genève, puis suivi des études de droit, avant d'occuper très jeune la fonction de secrétaire de l'Université de Genève. Mais le fondement est ailleurs. Il avait une femme, 2 enfants. Et ce ne sont pas là des détails biographiques, tout au moins pour André Corbeau, mais des réalités de portée déterminante. Rapprochant un jour 2 intellectuels genevois, que j'ai connus les deux d'ailleurs, professant la même discipline, l'histoire de la littérature, soit Jean Sarobinski et Jean Rousset, André soulignait, enfin André Corbeau donc, que l'un avait eu des enfants et l'autre pas, ou n'avait pas eu à s'en occuper. D'où me fit-il, et je cite, une différence d'humanité. Et cela comptait. Autre petite touche, la poésie a été, de son propre aveu, le premier vice d'André Corbeau, qui publie en 1960 son Châtiment des victimes, au titre dialectique et presque biblique. Le haut porteur des voix éparses de l'enfantement approche et martèle. Voici ces flancs couverts d'un territoire verdoyant d'îles à naître. Avec des gestes de rebelle, il tranche l'espace sacré, saccage l'enclos des connivences. Il atteint bientôt le seuil écarlate où sifflote un immense reptile de couleur de drap qu'en vain je tente de chasser. Plus de travaux, plus de drapeaux qui tiennent, plus d'orage, plus personne par-dessus ton épaule qui vienne lire dans ta main comme un oiseau. Et là, on entend à la fois, chez ce jeune poète de 32 ans, c'est l'âge d'André Corbeau à cette époque, en 1960, on entend un peu Paul Valéry, René Char, et peut-être encore plus Saint-Jean Perse. Puis le poétique au sens fort irrigue toute son œuvre, sans interruption, comme un courant nourricier mêlé aux autres sèves, aux autres bras et canaux qui font les lagunes et les deltas sur lesquels naviguent les embarcations diverses d'André Corbeau. La culture d'André Corbeau était vivante, vécue. Elle était loin d'être seulement livresque. Si quelqu'un parlait de la mer, il savait associer et poursuivre ce toit tranquille, marche des colombes, entre les pins palpite, entre les tombes, midi le juste, midi sans mouvement, en soi se pense et convient à soi-même, je suis en toi, le futur changement, etc. Enfin, il savait par exemple le cimetière marin par cœur, lui que je ne sais plus. Ou si on sifflait devant lui un air fondamental de la 4e symphonie de Brahms, le fameux choral, il savait tout de suite le reconnaître et dire « Ah oui, c'est la symphonie en do mineur, opus 68 ». Donc, bref, il était de son temps et en même temps, il avait des racines dans la culture qui avaient amené à ce temps. D'une érudition mise au bénéfice d'une curiosité à très large spectre et d'un plaisir de la découverte digne du poète latin Terence, vous savez, celui qui dit, vous qui avez tous fait du latin et comme lui probablement du grec, nil humani nil alienum est, c'est-à-dire que rien ne m'est d'étranger dans le domaine humain.
Et donc, c'est pour ça qu'André se disait un touche-à-tout. Il pratique, et là je le cite, un très méthodique courage des hypothèses, balayant le proche, et il s'est intéressé à des objets aussi bien à Berne, Carouge, Fribourg, Genève, Lausanne, Payerne, Zoephug, que le lointain. Et là, vous savez qu'il est allé plancher sur la Californie, Palerme, Saint-Pétersbourg, Venise et Washington, ce qui est le bon propre de tout réglage de la focale critique. Il faut être à la fois proche et lointain. André Corbeau applique son regard désirant, toujours désirant, c'est ça qui compte, aux peintres, aux ponts, aux temples, aux routes, aux palais, aux terres. Il va de la perception musicale en 1952, c'est le premier article de sa bibliographie, au sens tactile. C'est un texte qu'il a écrit un jour pour une exposition que j'avais faite à Genève sur le fait de regarder toute une exposition les yeux fermés. Il interroge aussi bien Palladio que Le Corbusier. Il fouille au Moyen-Âge à l'instar du présent. Il est surtout attentif aux artistes vivants. Il est un chroniqueur prolifique, pamphlétaire ou rédacteur de lettres de lecteurs assez engagé dans l'ensemble. Philosophe, dirais-je, il est aussi, je renvoie à Les Lumières, notre seul héritage certain, en 1988. Il est sémiologue. Là, vous vous souvenez de la description entre lecture et écriture. Il est historien de la culture, les dimensions culturelles de la grille territoriale américaine. Bon, et il appuie toutes ses recherches sur une méthodologie empirique, mais toujours formulée. Esquissons ici donc à très sommaire quelques pans de son œuvre. Alors qu'il était juste un petit juriste ayant bénéficié d'une non-formation, et là je le cite. André Corbeau n'en est pas moins saisi par l'architecture, c'est son expression, saisi par l'architecture, à la lecture de Saper Vedere l'Architettura de Bruno Zevi. Devenu presque accidentellement professeur d'histoire de l'architecture à l'Université de Montréal en 1967, il édite l'année d'après son livre fondateur, L'invention de Carouge. Carouge, vous savez ce que c'est? C'est un gros bourg un peu étranger et lent de l'autre côté de l'Arve, aux portes de Genève. Et André Corbeau se met à le regarder, peut-être parce qu'il est difficile à voir, là je le cite, et aussi parallèlement anodin. Et là nous avons un trait constitutif des approches d'André Corbeau. Il rassemble tous les plans et amasse les documents et matériaux les plus divers qui accompagnent ce qu'on va appeler l'urbanogenèse de Carouge. Son enquête se double alors de Kulturgeschichte, dans lequel s'inscrit le projet mené par au moins 4 architectes afin de faire pièce, c'est-à-dire de mettre une barrière contre Genève. Enfin, André Corbeau caractérise le résultat de cette œuvre ouverte aux architectures parfois mineures dans laquelle l'espace joue un rôle moteur. L'espace joue dans la perception d'André Corbeau vis-à-vis des objets vraiment un rôle assez fondamental. Il se souvient évidemment d'un homme du 18e qui est Newton. Bref, cela va jouer un rôle justement dans ce qui sera le second pan important de son œuvre, selon moi, c'est sa revision de Antonio Canaletto. Et André Corbeau montre comment vers 1727-1728, l'optique newtonienne explique chez Canaletto le passage à la peinture claire, qui supprime tout voile atmosphérique et organise la profondeur de champ par des volumes frappés d'une lumière blanche. Cela, c'est le cœur même de son Canaletto, Una Venezia Immaginaria. Cet ouvrage est proprement révolutionnaire car il va priver à tout jamais le tourisme des cartes postales dont il a l'habitude. Et l'accompagnant,
ce cortège de cartes postales de toutes sortes de sottises. Pour en sortir de ces sottises, justement, André Corbeau adopte volontiers le contre-champ, autre modalité de l'espace. Canal n'est pas un photographe animé par la volonté, et là je le cite André, par la volonté pointilleuse de saisir la vérité dans l'espace et de la peindre de la façon la plus rationnelle. Nous avons simplement confondu, et là je cite une formule fondamentale chez André Corbeau, la précision de la peinture avec l'exactitude de l'observation. Donc, Canaletto produit des images codées et Venise s'y trouve véritablement mise en œuvre, c'est-à-dire créée comme une œuvre, sur un mode où la vue dite exacte, rarissime, sinon inexistante chez Canaletto, apparaît en somme comme un cas limite du caprice, c'est-à-dire de l'invention de la combinatoire des constituants prélevés d'Alvero. Puis c'est plus tard que André se penche réellement sur l'architecture, c'est dans les années 80. Et qu'il invente son bon Georges Descomps va peut-être vous parler, le territoire comme palimpseste. Il l'invente au sens le plus fort, au sens latin, c'est-à-dire qu'il le découvre. Que vous dire encore? Quand André Corbeau s'intéresse à quelque chose, il n'y va toujours que par 4 chemins, c'est-à-dire il ne prend pas un seul abord, il essaye de cerner son objet de façon assez polyvalente. Et quand il compulse un atlas, il découvre ce qu'il a appelé le dessous des cartes. Bref, la réflexion et le langage d'André Corbeau firent fortune. Quand Zecchi, expliquant l'urbanisme de l'espace parsemé d'habitations, il parle de ville diffuse. Et là, il doit ce concept à Corbeau, au concept de l'hyperville. La grille à la mode du camp romain que Corbeau repère dans l'organisation territoriale américaine le conduira en 2003 à une passionnante enquête sur 2 capitales françaises, Saint-Pétersbourg et Washington. Or, on se demande, mais pourquoi française? Mais parce que, cela il va l'expliquer, il est à la fois informé, cet urbanisme, par ce que la France a produit et peut-être aussi par son langage. Quand il expose sa méthode, André Corbeau professe que reflet de l'art, de l'œuvre d'art, toute interprétation est une fiction. Mais il ajoute qu'on ne peut réduire au littéral l'objet de la recherche pour s'en approcher mieux. Car, et c'est une formule de lui souvent citée, tout signifie. Il convient au contraire d'inscrire le phénomène artistique, à chaque fois unique, dans un champ plus large qui le rende intelligible et grâce à des éléments épars et des images apparemment sans programme. Lieu où se rejoignent la quête d'une forme et d'un sens préexistant, c'est ce que André Corbeau appelle la course au trésor, et le désir du chercheur, André parle alors d'une auberge espagnole. L'œuvre d'art, et l'architecture en fait bien sûr partie, rend solidaire l'objet et le sujet, tout comme Canaletto atteste dans sa Venise à la fois méticuleuse et capricieuse la féconde imbrication du réel et de l'imaginaire. André Corbeau, de sorte, consacre, grâce à son travail sur Canaletto, le réel, je le cite, comme une variante de l'imaginaire. Et vous verrez que, surtout dans cette exposition, qu'à la faveur de son imaginaire, André Corbeau ouvrait des dossiers qu'il bourrait de notes
retenant ses observations et ses matériaux, ses doutes, ses détours, ses dérives, et que tout ceci était peut-être aussi le fruit d'une pensée qui était importante dans son cas, la serendipity, c'est-à-dire la manière de trouver ailleurs ce que l'on trouve quand on s'est déjà détourné de ce que l'on était. Voilà. Donc, moi, je voudrais parler de l'importance de la pensée, de la personne, de l'amitié de Corbeau dans la pratique du projet. C'est arrivé très lentement, brusquement et lentement, enfin, disons que ça a continué. La première fois, où sa pensée est devenue pour moi très opérationnelle, c'est à propos d'un article qui avait paru dans la revue Zodiac, ça doit être en 1974, sur la réutilisation des bâtiments anciens. Peut-être que ce n'était pas tout à fait le titre, mais je crois que le mot était réutilisation. Où André Corbeau, ce qui est intéressant à la peinture, comme vient de le dire Rainer, s'inspire de la restauration des œuvres d'art par une série de théoriciens et de praticiens de la restauration italiens, et il avance une trilogie qui, pour moi, va devenir opérationnelle. Lorsqu'on s'occupe de restauration d'un tableau ou d'une fresque, il y a des règles, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il y a une intervention minimum, on le fait le moins possible, et on épargne la structure fondamentale qui constitue la peinture, la fresque ou l'architecture. Donc une intervention précautionneuse qui est basée sur le fait qu'on peut-être qu'on se trompe et qu'il faudra que nos interventions de restauration soient possibles d'être réversibles. Donc c'est le deuxième axiome, réversibilité possible de ces interventions. Et cette réversibilité, elle suppose une lisibilité de ce que l'on a fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pastiche, on ne fait pas semblant. Il y a des règles, c'est pas simple, c'est pas qu'on ne fait rien, il y a des petits traitillés et tout. Enfin, les théoriciens de la restauration de la peinture sont des fins connaisseurs de la chose, c'est-à-dire qu'ils ne s'éloignent pas de la chose pour parler de ça. Donc ce sont à la fois des théoriciens et des praticiens. Ça, c'était la première chose. Deux, un peu ma manière d'entrer dans un Corbeau que je connaissais un peu par l'avoir vu avec l'éveillé, un bistrot, je sais pas. Et ça a été tout de suite opérationnel et expérimenté dans une maison que nous avons étudiée, la transformation d'une maison du XVIIIe siècle, une ferme à Bossy, à Genève, pour le docteur Kunz, un Africain, connu dans un bistrot, toujours connu mais qui a un bistrot. Et parce qu'on pensait à autre chose. Donc là, on a appliqué ces règles. Pendant 3 ans, systématiquement, on a fait on a suivi à la lettre les 3 recommandations, incitations, axiomes de Corbeau. Et il en est sorti petit à petit de cette fréquentation de la pensée de Corbeau, un peu à distance, parce qu'il était inscrit dans une pratique tout à fait ancrée dans les choses. Chez Corbeau, il n'y a pas d'idée en dehors des choses. C'est ce que disait William Carlos Williams. No ideas but in things. Ça, je crois que c'est tout à fait important. C'est qu'à la fois, il y a ce que tu dis, le réel et l'imaginaire, qui se mêlent. En cette première approche, je caricature bien sûr, elle s'est renforcée par la lecture de Corbeau. Petit à petit, nous sommes devenus plus proches. J'ai eu l'occasion de lire, mais surtout de parler avec André Corbeau.
Et là vient ce qui est dans la catégorie B, l'exposition en rouge, c'est toute la partie où on peut parler de la méthode de Corbeau, c'est-à-dire de toute sa réflexion, son refus du positivisme où l'objet à étudier était absolument maître et que le sujet, l'observateur, l'acteur de cette utilisation de la méthode scientifique ne devait surtout pas apparaître. Et lui, il dit non, non, le sujet est, il se réfère à toute la mécanique quantique, à Einstein, à tout ce renversement de la science positiviste du 19e en une acceptation que le sujet est dans la recherche de l'hypothèse et dans ce bric-à-brac que lui-même se reconnaît. Modifie l'observation. Oui. L'objet. Et là, nous avons travaillé dans ce nuage de considération qui touchait la manière de rechercher. Comment on recherche, comment on trouve. Et ces considérations qui étaient déjà assez précises sur l'objet architectural à recycler, dont je citais au début, se sont étendues au territoire petit à petit. C'est-à-dire qu'il a ce terme territoire comme palimpseste, c'était dans le fond comme si on prenait les mêmes précautions avec les couches territoriales qu'on prenait avec toutes les couches de l'œuvre d'art. Et là aussi, j'ai eu l'occasion d'appliquer, on peut dire, ces réflexions, de tenter d'appliquer, de voir ce qu'elles pouvaient être, qu'elles avaient comme opérativité pour mon propre travail, à l'occasion d'un premier jardin que j'ai fait à Lancy, où, dans le fond, les couches de mon territoire étaient redécouvertes, parce qu'il n'y a pas des données, il y a des choses qu'on retrouve, et qui donnaient, dans le fond, sur un territoire assez petit à Lancy, l'occasion d'activer les concepts que Corbeau proposait. La chance que j'ai eue à ce moment, et là c'est très important, parce que les conversations avec André Corbeau, la pratique amicale, presque, c'était mon mentor, enfin c'était pas mon ami, c'était quelqu'un qui comptait pour moi, qui me donnait confiance, c'était important. Enfin quelqu'un qui me fait confiance, c'est rare. Et il a écrit un texte, Memoria Citazione, où il décrit ce qu'est le principe du parc, où ça commence par il ne suffit pas de mettre une colonne corinthienne dans un projet pour que ça soit un projet historique. Ça, c'est de la plaisanterie. Qu'est-ce qui peut être le rapport de l'histoire d'un architecte? Qu'est-ce qu'il va trouver? C'est intéressant, je ne savais pas, André Bidault a dit qu'il s'était occupé de passerelles. Ben, dans le parc de Lancy, il y a une fameuse tube avec un pont-tunnel qu'il a décrit magnifiquement. Donc, il a dit, et maintenant, on est revenu dans une œuvre beaucoup plus récente au bord de l'air, avec Concept qui a fait une passerelle, et avec Gulbert, on a repris ce concept de la passerelle. Je voudrais terminer, ce que je voudrais dire, c'est que, vous avez compris, c'est la relation, le zigzag, le balancement entre les théories, on peut dire, les spéculations d'un Corbeau et les tentatives un peu peut-être naïves, en tout cas respectueuses de l'inscrire
cette complexité dans le projet. Et Corbeau a eu une autre influence sur moi, c'est qu'il m'a invité à écrire, à auto-analyser mes projets, à ne pas avoir peur d'écrire. Et ça, quand il dit que c'était tout à fait particulier à Genève, parce qu'il décrit le climat genevois de scepticisme. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand j'ai fait le premier livre, Territorio Transitivo, on m'a dit, mais t'es gonflé, quand même, le livre est plus gros que le parc. Enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu as fait un petit parc et tu veux encore écrire un livre là-dessus? Non, mais oh. Et n'oublions pas que, et là, Corbeau le décrit très bien, ce climat anti-intellectuel, techniciste, où la forme, la beauté, la subtilité de l'architecture est passée à l'égout. N'oubliez pas que le livre maître de Corbeau, L'invention de Carouge, l'éditeur Payot a eu la grande élégance de passer ce truc au pilon après 2 mois de vente, ou je ne sais pas, une année. Et André Corbeau a dû aller racheter ses propres livres pour les sauver. Vous voyez le climat genevois par rapport à une sorte de franchise de dire voilà ce que j'ai tenté, une sorte d'exposition de nos hypothèses. Je voudrais terminer par cette complexité intellectuelle que André Bidault a très bien expliqué avant, que des mots de Reiner ont aussi complété. Cet étrange intellectuel, artiste, poète, soucieux du langage qu'était André Corbeau, comment il a pu secouer ce petit milieu genevois de l'architecture et nous laisser faire. Vous savez, il a aussi, je voudrais dire, il s'est assez plaint de sa non-reconnaissance. C'est ce qu'il a dit, oui, quand même. Hein. J'ai des lettres qui disent, écoute, j'en ai un peu assez d'être ce journaliste lu seulement par lui-même. Il est un peu amer. Il dit, oh, de toute façon, tout le monde, ça tombe dans le désert, tout ça. Et je voudrais... Il a toujours voulu, politiquement aussi, prendre position, dire, voilà, il était très responsable. Et toujours, on vit dans des temps aujourd'hui où le découragement peut être, le catastrophisme peut être la pire des choses qui nous arrivent. Je voudrais terminer par une citation d'un autre historien de l'art, Lili Huberman, qui cite dans son très bel ouvrage « Imaginer, recommencer » la pensée, pour moi, essentielle de Ernst Bloch, le philosophe qui a écrit le bouquin Le Principe Espérance, mais d'autres aussi, qui a dit une chose qui me hante et qui m'aide par rapport à une activité architecturale ou artistique qui pourrait être une sorte de refus de prendre trop de risques. Oui, on peut regarder le monde, faire un constat. On a beaucoup d'artistes très cultivés, un peu cyniques, qui se disent, voilà, c'est comme ça, yes to all. D'accord. Et puis, Bloch dit, écoutez, je trouve que dans chaque œuvre d'art, il doit être perceptible. Voilà ce que j'ai en vue. On n'est pas obligé d'y arriver. Mais moi, je trouve que dans les projets d'architectural, dire, c'est ce qu'ils appellent aussi à Bensour une utopie concrète. Oui, j'ose dire, voilà ce que j'ai en vue. Ça n'a aucune importance si ce n'est pas réalisable. Moi, j'ai le courage d'écrire, de dessiner, de dire, voilà ce que j'ai en vue. Et je trouve que ça, c'est une pensée qui, je crois, reste fidèle à Corbeau. Voilà.
Voilà, donc bonsoir aussi à tout le monde. Je ne sais pas si je suis la seule à ne pas avoir vraiment, pas du tout connu Corbeau. En tout cas, je ne l'ai jamais croisé directement. J'ai compris que vous êtes très très nombreux ici à le connaître bien, à l'avoir bien connu. Mais par contre, j'ai eu la chance, je crois, de connaître beaucoup de gens qui connaissaient ou qui ont croisé le chemin de Corbeau. J'ai peut-être découvert Corbeau quand je suis arrivée à Genève, il n'y a pas très très longtemps, parce que Corbeau, enfin, malgré ce que tu dis, il est là, il est présent à Genève, Georges. Je pense qu'il est, voilà. En tout cas, quand on traverse le cimetière des Rois, on sait qu'il est là. Et, blague mise à part, donc c'est quand même, je dois dire, cette invitation de pouvoir dire quelques mots ici dans le cadre de cette exposition qui m'a amené finalement à me replonger un petit peu dans essayer de comprendre mais est-ce que ces gens que j'ai connus, est-ce qu'ils ont aussi connu Corbeau? Est-ce que Snodzy, avec lequel j'ai étudié ici à l'EPFL, l'architecture, est-ce que lui l'a connu? J'ai étudié ici pendant que Corbeau était à Zurich. Et du coup, je suis aussi retombée sur des professeurs qu'on avait, comme Michel Bassan, qui est exposé dans le livre, est exposé ici, la métropolisation de la Suisse. Je suis retombée sur des gens comme Lucius Bonkant. Je suis retombée sur des gens comme François Walter que j'avais, qui était dans mon environnement d'études à l'EPFL. Et évidemment, je reviens à Snodzy, puisque je crois que je ne sais pas, est-ce que vous savez si Snodzy et Corbeau se sont connus? Ils se sont connus. Ouais. Et donc je crois en tout cas que j'ai grandi grandi professionnellement et commencé à exercer mon métier dans un contexte qui était, entre autres, pensé par Corbeau et peut-être très fortement pensé par Corbeau. Je sais que j'ai un héritage en moi dans les origines, il n'était pas toujours clair. Le mot palimpseste, je l'utilise depuis très très longtemps. L'amour pour le territoire, je sais que c'est Snodzy qui me l'a donné. Snodzy qui nous disait, aussi l'amour de la ville, qui nous parlait de l'alpiniste à la montagne, qui aime être à la montagne parce qu'il sait que la ville existe aussi. Et je crois aussi que cette pensée en fait qui était présente au moment où j'ai démarré mes études d'architecture et puis qui a continué à former mon environnement, c'est cette pensée qui était quelque part liée à ce qui se passait avec les villes en Suisse, je crois, c'est comme ça que je le comprends. Ce moment après la guerre où la Suisse a commencé à grandir très très vite et que tout à coup toutes ces villes sont mises à déborder. C'est, je pense, pour cette raison que François Walter nous parle de la dissolution contemporaine des villes. Et disons, c'est, je crois, avec ce souci-là de la dissolution de la ville que je suis rentrée dans le métier d'architecte et que j'ai exercé pendant un certain temps. Et puis peut-être c'est aussi important pour comprendre ce que je vais raconter après. Assez vite, disons à peu près à 35 ans, j'ai finalement décidé d'aller travailler pour un canton et à faire en fait de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire. Donc finalement de changer de côté, de plus être celui qui dessine, mais de pouvoir être celui qui, je ne sais pas si on ose dire comme ça, mais qui passe la commande et donc qui a la responsabilité de passer des commandes intelligentes et justes pour veiller, parce que c'est aussi quand on est du côté de la main publique, je crois qu'on peut veiller à l'intérêt collectif, où la question, par exemple, de l'économie passe à un second plan, je crois, face à une défense de l'intérêt collectif, et c'est ce qui m'a passionnée. Je crois que Territoire et Ville résonne évidemment beaucoup, ou quasi exclusivement avec ce qu'il y a, c'est un bien commun qu'on doit choyer. Voilà peut-être en introduction. Donc, je vais vous parler en fait de deux projets que j'ai pu initier, en tout cas pour l'Ouest lausannois. Et puis oui, en fait, dans les deux cas, j'étais en tout cas parmi ceux qui ont initié des projets à l'échelle
territoriale, si j'ose dire. Donc je ne suis pas en train d'appliquer ou d'activer des concepts Corbeau. En plus, ces projets que je vais vous montrer, ou disons, ce ne sont pas des projets qui ont été dessinés par moi, mais ce sont des projets qui ont été dessinés par de très nombreux architectes et urbanistes avec lesquels j'ai pu avancer, disons, dans la compréhension de ces territoires. Alors d'abord, il y a effectivement l'Ouest lausannois dans lequel j'ai travaillé, donc ce territoire ici, que tous ceux qui vont à l'école ici à l'EPFL en fait connaissent très bien. J'y ai travaillé pendant une quinzaine d'années, entre 2003 et puis 2019, 16 ans. Et c'est un de ces territoires, je crois, qui, lorsqu'on parle de la dissolution de la ville ou de la périphérie, qui elle intéressait aussi Corbeau, plaidoyer pour la périphérie. Donc c'est un territoire en fait, qui a perdu son visage, je crois, à force d'avoir été malmené. Et si je prends ici, donc je me suis permise de prendre un certain nombre de citations, dont celle-ci d'André Corbeau. Il n'y a pas de territoire sans imaginaire du territoire. Je crois que c'était un élément qui m'a et qui toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sur ce territoire nous ont motivés. C'est un territoire qui en apparence donc c'est un territoire qui appartient à 8 communes, qui était aux portes de la ville de Lausanne, qui était fait de petits villages, de territoires agricoles. C'est un territoire qui a été fragmenté par des infrastructures énormes et qui petit à petit a perdu sa face, ou même son identité, je crois, et dans lequel en fait il s'agissait, puisque on était dans ce trend de croissance dans lequel on est toujours, réussir finalement à accueillir des habitants et améliorer en même temps un environnement qui avait été maltraité. Ici, l'image de gauche, elle vous montre une carte qui a préfiguré, je dirais, tout le travail de collaboration intercommunale, de collaboration liée à une réflexion, disons, sur comment continuer à développer un territoire qui a été pleinement déstructuré. Et j'aime beaucoup non seulement l'image, mais aussi l'idée. En fait, c'est une étude sur le paysage qui a été faite par, entre autres, Marco Rampini, que Georges qu'on connaît bien, et puis Pierre Feddersen, et je crois que c'est le premier cadeau qui a pu être offert à ces 8 communes, en fait, c'est de leur rappeler finalement leur bien commun, qui est ce territoire qui est marqué par qui a des traces naturelles qui sont très belles, des rivières, des bois, des cordons boisés, et de rappeler finalement, avant de penser à urbaniser ou à développer, c'est de bien comprendre finalement qui est ce territoire et puis quelles sont ses valeurs et comment à l'intérieur de ce territoire chaque projet finalement peut contribuer à réparer aussi réparer. Donc on est loin d'une tabula scripta ici. La deuxième image que j'ai mise ici, c'est une exposition qu'on a pu faire grâce à Cyril Veillon notamment, qui était d'abord ici dans cette salle, ce meuble, provient de cette exposition, elle s'appelait Pièces à conviction. Et si je vous montre cette image, c'est parce que c'était après un certain nombre d'années, on avait pu travailler sur les différents sites de ce grand territoire, avec des projets urbains de plus ou moins grande échelle. Et on a cherché finalement, à un moment donné, à comprendre ce qui se passait, à tisser des liens entre, et c'est ce que cette exposition cherchait à faire finalement, c'était de raconter comment un territoire, bout par des approfondissements et des remises en perspective, pouvait commencer progressivement à se saisir, disons, de son avenir au travers de projets qui étaient autant d'exploration dans le passé, de compréhension du territoire, que aussi de projection, évidemment, dans le futur. Et puis pareil, disons là, c'est un autre exemple d'un projet qu'on a mené dans l'Ouest lausannois, qui était donc aussi un projet par-dessus les frontières. J'ai entendu André Bidot dire que Corbeau, en fait, aimait bien sortir, penser réseau aussi, et je crois que si on travaille sur le territoire, on peut
pas ne pas penser réseau, et c'est vrai que les frontières, et surtout les frontières, enfin, quelles que soient les frontières, je crois, elles font pas de sens par rapport à un territoire qui, lui, n'est que continuité. Donc c'est ici un exemple d'une esquisse qui avait été faite suite à un premier concours sur la plaine de Malais. Donc on est sur 3 communes où, disons, où il y a une certaine, je trouve, politesse et délicatesse à l'égard des quartiers voisins, où on comprend que pour tisser des liens, il faut peut-être simplement prolonger une rue, l'ouvrir, faire un espace plus large, et, voilà, et s'intégrer pour être capable, disons, de réussir l'intégration d'un nouveau quartier dans un contexte, tout en maintenant un certain nombre d'éléments, en mettant en avant des traces existantes, comme par exemple la boule à gaz qui devait être jetée à cette époque. C'était un petit combat pour que cette boule ne parte pas dans une aciérie chinoise à l'époque. Donc aujourd'hui elle est là, et puis elle marquera effectivement une période de la transformation de ce site. Et puis après une installation éphémère qui s'est faite au pied du viaduc du Galicien, la buvette de la Galicienne, qui, bien avant, disons aujourd'hui, je crois, le site, il est devenu un grand chantier, mais c'est avant d'aller, disons, remuer les terres, avant de transformer ces lieux, je crois que c'était aussi extrêmement important qu'on puisse mieux comprendre quel était ce lieu qui était pleinement clôturé et qui est devenu, pendant le temps de quelques étés, un lieu magique de rencontre et de bonheur au milieu d'un territoire qu'on ne voyait finalement, qu'on ne regardait pas parce qu'il était même inaccessible, physiquement inaccessible, et qui a pu devenir comme ça progressivement un territoire dans lequel on peut se projeter et dans lequel on peut imaginer qu'une nouvelle ville, ou une ville, ou des nouveaux quartiers plutôt, puissent se développer. Voilà, maintenant le Grand Genève, donc depuis quelques années je travaille à Genève et j'ai pu travailler sur un projet qu'on a lancé, non pas à l'échelle du canton de Genève, mais du Grand Genève, et que je vais vous décrire très très rapidement. Et là c'est cette autre belle phrase d'André Corbeau que j'ai souhaité associer à ce projet. C'est représenter le territoire, c'est déjà le saisir. Et si cette citation me parle en particulier, c'est parce que lorsqu'on fait de l'aménagement du territoire, on a tendance à rentrer dans des abstractions en 2 dimensions très souvent, qui ont finalement plus rien à voir avec le territoire, avec la réalité des lieux. Et je crois que la représentation et même, peut-être même on pourrait dire le projet comme instrument de recherche est pour moi la seule et unique manière finalement de réussir à comprendre qui il est et ce qu'il peut devenir dans un processus de transformation. Voilà, donc à Genève, là, peut-être 2 mots. Donc on est ici sur un projet qu'on appelle aujourd'hui Vision territoriale transfrontalière, qui est un projet qui s'intéresse à ce grand bassin de vie qui s'étend sur la France et dans le canton de Vaud, donc y compris le canton de Genève, qui comprend à peu près 1 million d'habitants et qui sait que si les croissances, selon les statistiques, se poursuivent, devrait être à même d'accueillir encore 400 000 nouveaux habitants, avec peut-être, disons, une donnée fondamentale qui est pas celle des années 80 ou même celle des dernières décennies du siècle passé. C'est la question environnementale qui a pris des dimensions, je dirais, évidemment infiniment plus importantes. Donc dans cette démarche, non seulement on cherche à comprendre si ce territoire ou comment ce territoire peut accueillir une croissance de la population, mais également comment est-ce qu'il peut l'accueillir tout en réussissant, disons, que cette croissance reste ou soit pleinement compatible avec, disons, nos enjeux, avec nos objectifs environnementaux, notamment l'atteinte de la neutralité carbone. Donc comment est-ce qu'on peut
enfin, la question qu'on pose finalement, c'est est-ce que ce territoire, et à quelles conditions est-ce qu'il est capable non seulement de grandir encore, de continuer à se transformer, mais en plus de réussir à réparer, disons, des territoires, régénérer des territoires qui ont déjà perdu leur qualité. Donc c'est évidemment aussi un territoire qui est une table écrite, une tabula scripta. Et donc là, à nouveau, si vous voulez, c'est la question finalement du projet qui nous semblait être indispensable comme outil de recherche. Ce schéma de gauche, c'est un très beau dessin de Pierre Feddersen qui, au moment où on cherchait à comprendre avec quelle méthode nous allions pouvoir travailler, nous suggérait, et c'est ce qu'on a appliqué, c'est finalement si on a des grandes théories aujourd'hui, notamment sur les engagements pour les atteintes des objectifs environnementaux, ce qui est fondamental, c'est que pour comprendre comment on peut passer de cette théorie à ensuite une image, disons un plan d'aménagement, en fait, ce qui nous suggérait, et c'est ce qu'on est en train de faire, ou ce qu'on a fait déjà en partie, c'est de descendre sur le territoire, se rapprocher des gens, pour comprendre finalement qu'est-ce que ce territoire peut donner, qu'est-ce qu'il peut offrir en fait, et comment un processus de transformation peut aussi améliorer, je crois, des conditions actuelles. Donc finalement, c'est une grande plongée dans un territoire avec une urbanisation périphérique, diffuse, etc., sur laquelle on essaye de comprendre avec le projet comment donner des formes et des visages peut-être nouveaux, qui en même temps, disons, sont enracinés dans l'identité de ces lieux. Et la carte de gauche, c'est un collage qui a été produit par les 4 équipes qui travaillent sur ce projet, dont Paul Lavigano qui a fait le beau dessin du Chablais, pour ceux qui reconnaissent donc le territoire. Ici, c'est un collage qui en fait exprime ou qui reprend les 4 cartes qui ont été produites par les 4 équipes qui s'intéressent finalement à ce qu'on appelle le socle du vivant. C'est ce socle finalement sur lequel l'homme avec ses activités s'est installé, et c'est ce socle aussi qui continue à malmener, et donc on essaye de comprendre comment ce socle peut être régénéré, réparé et rester, et comment les activités humaines dans ce territoire qui vont continuer à être là, qui vont continuer à se transformer, à augmenter, comment elles peuvent rentrer dans une logique d'équilibre, mais peut-être aussi entre ville et campagne, et comment est-ce qu'elles peuvent effectivement offrir un cadre de vie, disons, de qualité et durable pour les gens qui habitent dans ce territoire. Et puis, je vais terminer avec cette belle citation de Lucius Bonghardt, Der kleinstmögliche Eingriff, qui me fait évidemment penser aussi encore une fois à Luigi Snozzi, à son aphorisme dans lequel il nous encourage, ou il nous demande d'être délicat lorsqu'on intervient dans le territoire. Construire, c'est détruire avec conscience. Et je crois que ça aussi, c'est un élément, je crois, que nous devons tous garder en tête lorsque nous travaillons en tant qu'architecte ou en tant qu'urbaniste. Donc la délicatesse du projet dans le territoire. Et puis, voilà, donc peut-être je terminerai sur cette carte avec que peut-être Georges et puis Rainer, vous connaissez peut-être les deux. Cette carte a été produite par la FAI, donc c'est l'organisation fêtière des architectes et ingénieurs de Genève, qui a
qui fête ses 20 ans cette année et qui a recensé tous les points noirs. Ce sont les projets qui se sont réalisés à Genève ces 20 dernières années et qui témoignent pour moi évidemment, enfin, d'un côté de l'extraordinaire capacité de la ville à accueillir, à se transformer. Pardon ? Hein ? Non, c'est tout grand. C'est vrai, il est là. C'est vrai. Et je crois qu'effectivement, chaque acte de transformation d'une ville ou d'un territoire doit nous rappeler, disons, à notre responsabilité de le faire avec délicatesse, comme le suggérait Lucius Ponquint. Et disons, c'est peut-être, si je peux dire, dans mon engagement, c'est une des choses que j'ai cherché à favoriser, ou à stimuler. Et puis, et je crois effectivement, avant tout dans des territoires périurbains, parce que je pense que les enjeux les enjeux de la Suisse de demain se trouvent principalement dans ces territoires du périurbain, plus que dans les centres-villes que je crois aujourd'hui on a su, on est en train je pense quand même de plus ou moins gérer la problématique. Par contre, dans le périurbain, je pense qu'on a encore des grands progrès à faire. Et puis, je crois que je vais me terminer. Voilà. Donc, c'est vraiment le périurbain. Si j'ai bien compris, c'est ce qui a déclenché toute une période de réflexion autour de la ville et de la dissolution de la ville. Et je crois qu'on n'est toujours pas sorti de cette question aujourd'hui, qu'on continue à devoir en fait travailler sur ce sujet avec cette complexité supplémentaire, ou peut-être c'est une aide des enjeux environnementaux, c'est-à-dire comment on ne peut plus faire la ville comme on la faisait il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Et peut-être que l'un dans l'autre, ça nous permettra peut-être de développer encore une sensibilité plus importante à l'égard de ce territoire qu'on transforme en tant qu'architecte ou ingénieur d'ailleurs. Voilà. Ok, merci beaucoup de ces 3 témoignages. Non, comme ça, je vous vois en face. Et donc, avant de rentrer dans peut-être la pertinence, l'importance de certains concepts, idées d'André Corbeau, je voudrais juste rester un instant sur comment vous avez parlé d'André Corbeau. Alors, Ariane, parce qu'on en avait un petit peu parlé aussi au téléphone, je voudrais la prier de dire assez clairement que quand tu étudiais ici, Corbeau était professeur à Zurich. Et à l'EPFL, on ne parlait pas d'André Corbeau. Donc, aujourd'hui, on parle d'André Corbeau, mais il y a quelques décennies, pas vraiment. Non. Et à Georges et Rainer, qui ont bien connu André Corbeau, je demande d'être un petit peu plus clair sur l'esprit Corbeau quand même. Le type de personne qui était Corbeau en tant que chercheur, extrêmement polémique, mais fortement polémique, et comment la polémique était un vrai instrument pour avancer finalement, pour jeter derrière une série de lieux communs, etc. Donc je voudrais quand même rentrer un petit peu plus vivant là. Tu veux qu'on revienne tout de suite? À la Corbeau. On a essayé. Et je dois dire que je peux dire... parce que là, on a beaucoup parlé avec André Guido, il a montré l'exposition. Et aussi Corbeau, on en a parlé, doutait à la fois, essayait, prenait des risques et doutait. C'est ça qui le rendait sympa, c'est qu'il n'était pas sûr de lui, mais qu'il était sûr de tenter des choses. Et ça complique beaucoup. C'est pour ça que Corbeau, il s'est aussi beaucoup plaint de ne pas être reconnu, toujours peu limite, je ne sais pas s'il est historien, s'il est inclassable, mais déclassé du coup. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait une carrière, il a pris des risques, et je dois dire que cette
maladie, si on peut dire, cette caractéristique de tout compliquer, de tout mettre en question, d'ajouter du doute au doute, et parce que c'est ça, de trouver une forme juste, et surtout, ce qui nous a appris à construire les problèmes avant d'avoir les architectes ont des solutions avant d'avoir vu le problème. On voit ce que ça donne. Donc l'idée que la composition même du Bergson dit, l'ennemi numéro 1, c'est le faux problème. Vous ne pouvez jamais trouver une solution avec un faux problème. Donc Corbeau nous a appris à construire les problèmes. Mais cette espèce de complexité, cette complication, il l'a payé très cher, et nous aussi. Parce que, oui, des combes, oui, son petit parc, c'est... tac, ouais, c'est pas grand-chose, c'est fait avec des tuyaux, urbanisme de tuyaux, etc. La voie suisse, comment vous vous êtes compromis dans un machin nationaliste, il fallait... Donc, je dois dire que sa maladie, il nous l'a assez fait partager. On a été un peu... On a un peu été... Je discutais avec Yo Concept, que j'ai vu ce week-end, et il a aussi une vision très calme. Le problème, c'est ça. Et face à cet homme subtil et magnifique, je me sentais un peu compliqué à l'excès. Peut-être que je me dis, oui, avec l'âge, il faudrait peut-être simplifier un peu tout ça. Mais je dois dire que c'était un plaisir de rentrer pas compliqué, je n'étais pas du tout toujours d'accord avec lui, mais stimulant. C'était un homme vivant et fragile. Et je me souviens, il avait très souvent les larmes aux yeux. Tu lui disais quelque chose qui le touchait, ça commençait à couler. Et c'était formidable. Il accueillait par des sourires, il te faisait comprendre que tu comptais. Et je trouvais très rare. Bernardo était comme ça, il faut dire les choses. Il a eu des grands complices à Genève, c'était en Italie. Bernardo Secchi, ça a été une continuation. Il a compris Corbeau plus vite aussitôt que nous, peut-être. Il avait une autre culture. Et en tout cas, les deux se sont diffus, ils se sont mis ensemble d'une manière dont on n'a pas encore fait tous les comptes. Parce que tu parles de ces projets, je ne sais pas dans quelle mesure ils incorporent encore la complexité. Ça reste des projets assez... Les schémas de Feddersen me semblent être des trucs très bizarres, comme des quoi images, des plateaux qui se croisent, des machins, la théorie en dessous, la pratique en dessous. Je ne sais pas exactement. Bon. Adrien, tu veux peut-être reprendre sur le thème il n'y avait pas Corbeau. Voilà, clairement dit, il n'y avait pas Corbeau à l'EPFL, mais ces idées, les idées véhiculées par Corbeau, elles étaient quand même là. Donc, disons, la question elles étaient clairement là. Ce que je me suis dit aussi en allant parcourir, disons, un peu la littérature ou de retrouver ces anciens, aussi j'ai fait ressortir les livres qu'on lisait, qu'on était là. Il y avait, disons, Corbeau n'était pas non plus seul à véhiculer ces concepts. Ils étaient, peut-être qu'il les a, alors disons après, je ne sais pas d'où, est-ce qu'on cherche une origine d'un concept ou non, mais voilà, moi, Bernard Huette et puis Luigi Snodzi, ils étaient pour moi, je ne sais pas ce qu'ils pensaient de Corbeau, mais ce qu'ils nous ont appris ici à l'école, à l'EPFL,
pour moi, rentre, en tout cas de ce que disons, c'est peut-être aussi, moi j'interprète aussi Corbeau avec les lunettes que j'ai reçues ici en tant qu'étudiante. Mais j'ai l'impression que la question du sujet, c'est-à-dire de jamais, de mettre de côté l'attitude objet, d'être dans une logique où une ville, disons, c'est elle, l'acte collectif, et puis l'architecture se soumet à la ville. Ces idées-là, je pense qu'elles étaient très proches de celles de Corbeau. J'en sais rien. Non, mais voilà. Il avait quand même des choses différentes. C'est pas. Ils étaient aussi très différents comme personnages. Mais la chose que je voudrais juste dire aussi aux étudiants, c'est que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une très belle expo, parce que vous êtes de cette façon tous d'accord avec l'héritage de Corbeau, qu'on doit imaginer que le passé ait été tellement lisse. Corbeau a effectivement souffert d'avoir été mis à côté. Il était extrêmement critique sur tout ce qui concernait le débat sur l'architecture, l'urbanisme en Suisse. Je veux dire, il était quelqu'un, comme j'écris dans mon introduction à l'anthologie que j'ai publiée sur Corbeau, il était une voix off. Corbeau, c'était un personnage qui était à l'extérieur des cercles. C'était un personnage qui s'est inventé lui-même, qui s'est construit. Ça lui a pris toute sa vie, ça lui a pris beaucoup de son énergie. C'est un homme qui mettait tout là-dedans. Et justement, quand on le rencontrait, il était très vivant parce qu'il avait une tension énorme qui l'alimentait. Et je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, on le regarde comme un grand penseur, comme un grand historien, etc. Mais ça n'a pas été sa vie, ça. Et que donc, il faut considérer que dans le temps, il a appelé des choses qu'on réécrit. Et c'est le cas, je dirais, de André. Ce n'est pas par hasard qu'il n'était pas à Genève, qu'il n'était pas à Lausanne, qu'il est parti à Montréal, que ses écrits étaient critiqués par les historiens ou étaient critiqués par les journalistes, parce qu'il faisait aussi le journaliste de temps en temps. Disons, c'était une voix off. Et ça, c'est très important pour moi, et c'est une partie aussi de sa valeur, que lui, il s'est inventé. Il a accepté d'être une voix off pendant très longtemps. Chose que peut-être nous, on n'est pas toujours disposés à accepter, d'être de voix off et de rester off pendant longtemps. Et je trouve que là, il a un courage. Tout à fait d'accord. Et ensuite, il a été reconnu à Montréal et tout. Je voudrais dire que si j'avais pas été au Berlage aux États-Unis, ben oui, c'est cette espèce de nécessité de passer par l'extérieur pour être à peu près, non, pas complètement ignoré. Mais je voudrais dire une chose que j'ai appris, par exemple, dans le dernier projet que vous avez eu la gentillesse de mettre, la rivière, l'air, qui est ici. C'est une chose que Corbeau est très précis pour moi, je dis. Il m'a appris ces trois catégories de la restauration sur lesquelles j'ai été très influencé, très opérationnel pour moi. Une autre chose qu'il a donné, c'est ce qu'il appelle le transfert de concept. Comment on va chercher ailleurs quelque chose qui devient opérationnel pour toi. Et nous, par exemple, dans le projet de l'air, on a cherché pendant longtemps une manière de provoquer une automorphogenèse du nouveau lit de l'air. Comment aider la rivière à se construire toute seule. Comment elle devient un co-designer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Il faut faire juste ce qu'il faut. Et c'est en allant chercher le concept de percolation qu'on a importé donc de la physique de Pierre-Gilles de Gênes et prix Nobel, qui tout à coup dit la percolation, c'est le passage d'un liquide dans un milieu poreux. Très bien, on vous pique ce truc et on essaie de le mettre. Ça vient de Corbeau. Très, très opérationnel. Transfert de concept. N'ayez pas peur. Nomadisme conceptuel. De venir, d'aller ici, Poincaré, penser à côté. Il ne faut pas penser dans les clous de l'architecture, il faut penser à côté. Alors, ça, c'est dangereux. C'est même presque sûr qu'on se casse la gueule.
Ouais, ça réussit. Souvent c'était le cas. Lui, il a pris aussi des chemins qui n'allaient nulle part. Reine, tu veux peut-être... Non, pour l'instant, c'est... Pour l'instant, non, tu as Mais oui. c'est déjà assez nourri. Alors je procède. Oui, continue. Je continue? Oui, ça, c'est passionnant. Dis-nous un peu de ce que tu penses de Corbeau. Non, mais moi, ça, c'est pas moi. Si. Alors, tu l'as non. connu. Oui, moi, je l'ai connu. Ouais. Mieux que nous, peut-être. Alors, passons à certaines de ces idées qui sont aujourd'hui importantes et comment vous les voyez par rapport au sujet contemporain ou aux questions qui nous envoient vers le futur. Alors, d'abord, ville-territoire. Je voudrais, après chacun réagit comme vous voulez. Ville-territoire, je voudrais juste rappeler que Corbeau, il était extrêmement lié à la culture italienne. Et ville-territoire, c'est quelque chose qui lui emporte de Manfredo Tafuri, qu'il avait employé avec ses collègues dans les années 60. Donc la ville-territoire, c'est 1990, l'article vers la ville-territoire. Et le terme città territorio, c'est un terme utilisé déjà dans les années 60, 62, 63 peut-être, sur Casabel, un article très important par le jeune Manfredo Tafuri, quand Manfredo Tafuri n'était pas encore un historien, mais c'était un urbaniste. Et avec lui, il avait tout un groupe des architectes romains avec lesquels lui, il travaillait. Cette ville-territoire que Corbeau fait remonter, reprend Rousseau, donc c'est assez magnifique ce passage au XVIIIe siècle, mais une façon de décrire la Suisse très particulière, non? Comme cette Suisse qui est déjà une territoire et qui va vers cette direction. Et après, quand on pense, par exemple, à toutes les politiques actuelles suisses, j'ai un petit peu l'impression qu'on a un petit peu perdu cette idée de ville-territoire. Deuxième concept, territoire palimpseste. Rainer, tu as déjà parlé un petit peu de ça, mais quelle est la façon de lire aujourd'hui ce territoire palimpseste? Est-ce que c'est exactement la même que André a proposé? Est-ce que, à votre avis, et ça c'est une question surtout pour toi, mais peut-être aussi pour toi, Georges, est-ce que vous savez si Corbeau avait lu ou connaissait Jean Genet, Gérard Genette. Gérard Genette, Je pense, oui. avec son livre La sur grammatologie. Proust comme palimpseste. Un essai, Proust comme palimpseste, dans lequel Genette parle de Proust lui-même comme un palimpseste qui mêle les différents langages haut et bas, populaire, très sophistiqué, cette littérature qui naît de cette hybridation de langage, etc. Mais est-ce que vous pensez que ce territoire palimpseste, auquel est aussi connecté le magnifique atlas du territoire genevois, qui est quand même une pierre fondamentale, je dirais, de la connaissance de Genève. Comment vous voyez la contemplation? Est-ce que c'est encore... Le texte de Genette est de quelle année? 60 quelque chose. Oui. Ou au début des années 70, je me souviens pas exactement. André connaissait relativement bien Hall, non pas Ludwig Hall, mais celui qui était le conservateur du cabinet des estampes du Polytechnicum de Zurich, puisque André en fut même président du Board of Trustees de cette institution à Zurich. Et Hall, Reinhold Hall de son prénom, avait émis toute une théorie sur l'influence de Proust sur l'œuvre d'Alberto Giacometti. Il y a un texte d'ailleurs de Reinhold Hall là-dessus qui montre que derrière l'œuvre sculptée d'Alberto Giacometti, il y a Proust. Et donc je pense que André a dû parler par moments avec Hall, en tout cas de l'importance de Proust comme de substance subjective. Ça, je pense que c'est évident.
C'est hyper intéressant. La seule chose que j'ai discuté avec André à propos de Proust, André était très particulier, c'était un animal sauvage dans une certaine mesure, brusque. Il pouvait assassiner Derrida ou Foucault en disant non, comment ce truc-là, maintenant il n'y a plus d'objet, maintenant les autres ils suppriment le sujet. Derrida, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et oui, Proust, je ne sais pas, il disait. Il parlait il n'aimait pas trop Deleuze, il se méfiait de Deleuze, il se méfiait de tous ces gens un peu, qui étaient comme lui, il se méfiait de ses semblables, qui cherchaient ailleurs, mais il disait, c'est ça que je trouvais très corbeausien chez Deleuze, c'est que Deleuze dit, la recherche du temps perdu n'a rien à voir avec la mémoire volontaire. C'est une question de mémoire involontaire. On mange une madeleine et ça nous rappelle ta grand-mère, je ne sais pas quoi. Et donc, c'est ça, la mémoire involontaire. Et ça, c'est du Corbeau, parce que ça vient d'ailleurs. C'est vraiment formidable. C'est comment quelque chose fait irruption dans ta vie que tu n'avais pas prévu. Autrement, si c'était pour raconter, comme on en fait trop maintenant, l'histoire de ta famille et tout, c'est pas du Proust. Et ça, je crois que... Mais sur le palimpseste, on a beaucoup discuté parce que, par exemple, dans Joyce, il parle du palimpseste, mais pour Joyce, dans Ulysse, c'est justement l'action de tout arranger, de tout enlever. C'est pas du tout qu'il reste quelque chose. Alors j'ai parlé avec Corbeau de Joyce. Je ne suis pas sûr qu'il ait lu, personne n'a lu complètement Joyce, bon, c'est pas important. Mais il était très... Parce que Joyce, c'est un type assez comique aussi. Par exemple, il disait oh, je n'aime pas les Romains. Je préfère les Grecs, parce que les Romains... Vous voyez ce que je vous définis en romain? Peut-être je m'égare, là, mais c'est quand même des choses qu'on a discutées avec Corbeau. Il disait, vous savez, parce que s'il y a ce côté... Corbeau cherchait autre chose que l'utilité stricte fonctionnaliste, positiviste. Et Joyce disait, vous avez les Grecs, moi, ils font le Parthénon, hein, les Romains, ils arrivent dans un territoire et ils disent, construisons des chiottes. C'est dans Ulysse. Et ça le faisait marrer, quoi. Moi aussi. Alors, à propos de palimpseste, j'aimerais juste... faire une petite remarque sur la psychologie d'André Corbeau. André Corbeau n'était pas un freudien, il était un jungien. Hein? Et ça joue un rôle. Les structures générales de la psyché, ça, il comprenait, et cela l'animait. Mais les histoires individuelles, il n'en tenait pas compte de telle manière. Hein. Il cherchait toujours aussi des grands fresques. Voilà. Quand il a commencé à étudier le haut Moyen-Âge, voilà. Il est parti pour un voyage qui n'avait pas de fin, de conclusion, quelquefois presque même pas de sens. Je ne sais pas, c'était vraiment partir pour l'infini et pour l'inconnu, d'une certaine façon. D'ailleurs, il a fait sa thèse chez un jungien, pour finir, chez Durand, à Grenoble. Ah oui, c'est l'imaginaire. Oui, c'est l'imaginaire. Je voudrais voir si peut-être... pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Non? Oui. Ariane, sur la question de la ville-territoire, comment tu vois l'intérêt de cette idée de ville-territoire aujourd'hui? Mais peut-être avant de répondre à ça, disons, comme je n'ai pas connu Corbeau, j'ai eu la peine à en parler, mais disons, ce qui m'a frappé et ce qui m'a énormément intéressé, c'est de comprendre dans quel contexte, en fait, il a écrit ce qui aujourd'hui est encore d'une actualité absolue, on est d'accord. Et dans ce contexte qui a, enfin, des années 60, 70, 80, etc., c'était en Suisse quand même un moment où
c'est vrai que je suis passionnée, disons, par le territoire suisse et la manière dont il a passé, disons, ce dernier demi-siècle et ce qui s'est passé avec ce territoire, et aussi cette incapacité finalement de maîtriser cette croissance effrénée et destructrice, disons. Et c'est pas parce que la Suisse elle grandit, disons, je pense que c'est très bien que la Suisse grandit, ça nous fait évoluer, mais qu'on ne soit pas capable finalement de conduire, ou oui, de conduire cette croissance de manière à ce que, enfin, de manière qualitative, disons comme ça. Et voilà exactement ce qui m'a, disons, le plus étonné, c'est à quel point Corbeau, avec quand même ses contemporains, saisissait cette situation. Je crois que la Suisse, elle a grandi entre les années 50 et 60, elle est passée de 5 à 6 millions d'habitants, donc c'est un truc explosif, avec la voiture qui tout à coup rend possible, disons, la villa individuelle. Et je crois que Corbeau et d'autres de ses contemporains, que je pense on ferait bien de relire, nous donnent quand même des énormes clés en fait de lecture et de compréhension, et des clés peut-être aussi sur comment aborder et puis comment gérer, disons, cette croissance dans ce territoire. Et puis disons, pour en venir à ta question de la ville-territoire, donc pour moi, elle comprend quelque chose de négatif, c'est-à-dire quelque chose d'une dissolution, en fait, qu'on n'a pas réussi à stopper, quelque chose qui a été pulvérisé et qui s'est étalé sur des territoires sans fin. Et je crois que si aujourd'hui on a la possibilité de revenir travailler sur ces territoires, parce que aujourd'hui la loi sur l'aménagement du territoire en Suisse nous dit qu'il faut faire du développement à l'intérieur, donc on est peut-être enfin en train de réussir à quand même protéger des territoires d'une urbanisation effrénée. Je crois que c'est une occasion incroyablement précieuse pour, j'ai plusieurs fois utilisé ce terme, réparer ou régénérer des territoires. Et donc à partir de là, je crois que les formes de ces territoires qui ont déjà été urbanisés, je crois qu'il faut qu'on doit les inventer, on doit les travailler. Je citais la démarche à Genève, où, notamment vous, mais pas seulement, vous cherchez à trouver des formes urbaines à ce qui s'est déjà passé, en donnant du sens, en intensifiant et en réparant. Et je crois que dans ce sens-là, en fait, on est encore on va être encore longtemps occupé à réussir alors je ne sais pas si à faire disons pour être très simple, très court, pour faire une Suisse urbaine. Je pense qu'on n'y est pas du tout. Elle l'est complètement, elle n'est tellement pas assumée, et je crois qu'en plus elle est quand même largement sans forme et sans visage, et on ne peut même pas l'exprimer. On a des mots comme agglomération, on a des mots génériques qui disent rien sur les lieux, et je crois que là il y a un énorme travail à mener en tant qu'architecte ou urbaniste. Voilà. Ouais. Mais là, Corbeau, il a beaucoup dit sur cette terminologie qui était obsolète, et il a fini par dire... moi, ce qui me frappe, c'est quand il dit on discute de surface, alors qu'il faudrait discuter de réseau. Donc, ça, c'est la ville diffuse, la ville qu'on doit découvrir. Mais ce qui me frappe aussi dans Corbeau, parce que si on cherche, par exemple, les pépites qu'il y a encore pour le projet, l'opérativité de la pensée de Corbeau. Si on prend par exemple Palladio, il regarde Palladio, moi ça m'a frappé, c'est que par exemple aujourd'hui, il y a Genève, il y a une zone agricole préservée. C'est de la monoculture. C'est le comble de la bêtise de vouloir faire du blé à Genève. On pourrait dire que ces territoires préservés, leur futur, c'est la permaculture. C'est l'agroforesterie, appelez ça comme vous voulez. Mais il y a un exemple, c'est Palladio. Quand, au XVIe siècle, Venise perd son emprise sur les mers, il décide d'aller sur la terre ferme et de faire une exploitation agricole. Ils vont chercher Palladio, un homme qui est capable de faire quelque chose qui est pas du tout, mêle les aristocrates, les maîtres de Venise voulaient être à la campagne, mais dans des maisons
qui avait une certaine tenue, donc il fallait de l'agriculture, vraiment. Et le conseil des sages, je sais pas, des doges ont décidé que toutes les terres qui étaient abandonnées ou non exploitées seraient municipalisées et données à ceux qui voulaient les exploiter. Ça, c'est dans les livres, je vais même donner des photocopies, de James Ackerman sur Palladio, où on voit que dans le passé, dans la souvenance, il y a le présent possible. Et ça, c'est une leçon de Corbeau, parce qu'il y a la psychologie de Corbeau et tout, mais il y a aussi son érudition. Pourquoi il va chercher Palladio, pourquoi il va chercher Canaletto? C'est pour nous parler d'aujourd'hui. Et je trouve que alors moi, les schémas, je m'excuse de réagir comme ça, mais pour moi, ces schémas, j'arrive pas à le comprendre. Tu le laisses là, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça aurait été moi, mais enfin, je m'y retrouve plus, parce que pour moi, c'est du Feddersen, c'est pas du Corbeau. Très bien. Tu me donnes la possibilité de peut-être faire le dernier tour. Je regarde aussi Cyril pour comprendre un petit peu. 5 minutes. Peut-être pour faire un petit tour important, parce que tu as parlé de Canaletto, non? Oui. Et donc, il y a un vidéo ici. Oui. Ah, là, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Non, je me souviens que je répète peut-être une chose que j'ai déjà dit à Mendrisio, mais moi, la raison pour laquelle j'aimais André Corbeau, c'est les 2 volumes de Canaletto. Parce que sinon, peut-être, je ne l'aurais pas tant aimé. Et je trouve que ces 2 volumes sont exceptionnels. Donc, vous savez, c'est la thèse de doctorat d'André Corbeau. C'est publié donc, en 1984. Donc, Corbeau n'était pas un jeune chercheur, quand même. Non? Il avait déjà 85, je crois. Chez Electa. Chez Electa. La thèse est de 84 en 4 volumes. Je crois que chez Electa, c'est 85, non? Non, je pense que Electa, c'est 84. 56, 57 oui, en ans. tout cas, c'est pas grave. La question, c'est qu'il n'était pas un jeune perdreau de l'année. Garçon, mais... pardon? Il n'était pas tout à fait jeune, il avait 56 ans peut-être. 56 ans. Non, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, un chercheur qui doit avoir terminé sa thèse de doctorat à 30 ans, 32 ans, c'est comme si après, il était désormais un vieux chercheur. L'université pourrait même le chasser parce qu'il n'est pas assez jeune. Dans le passé, la thèse de doctorat était ce rite immense qui prenait presque toute ta vie, oui, voilà, une partie importante de ta vie. Tu étais désormais un chercheur mûr, évidemment. Mais en tout cas, ce livre, ces 2 livres, ces 2 volumes magnifiques, qui ont comme sous-titre une Venise imaginaire, la Venezia immaginaria. Donc il y a toute la question de l'image et de l'imaginaire, et de l'imaginaire qui regarde vers le futur. La chose magnifique que lui montre, c'est que dans les peintures de Canaletto, qui étaient regardées quand même comme quelqu'un qui reprenait la réalité, non, comme si c'était quelque chose d'assez plat, finalement, il regardait et il faisait les petits hommes, les petites femmes qui se débattent. Et à un certain moment, on commence à découvrir cette épaisseur des caprices, d'invention, d'imagination, d'une ville, comme Langarotti le disait, qu'on pourrait bâtir, que construire potrebbe, qu'on pourrait construire. Et là, tout d'un coup, Canaletto devient une figure philosophique, une figure qui contient en soi toute l'épaisseur des lumières, et donc quelque chose qui nous parle d'un futur différent, plus ou moins utopique, dans lequel l'architecture joue quand même un rôle. Et voilà, pour terminer peut-être ce moment de souvenir de Corbeau, de parler un petit peu de cette pulsion vers le futur, l'idée d'imaginer. Tout à fait central chez Corbeau. C'est ce que tu as rappelé, pour moi, c'est peut-être que la meilleure définition que c'était un poète, c'est au sens de la précision
poétique, ça ne veut rien dire, c'est tout poétique. Mais être poète, c'est le comble de la précision. C'est Mallarmé qui disait à Degas, Degas peignait bien, mais il écrivait des poèmes pas terribles. Et il lui a dit un jour à Mallarmé, ah, mais tu sais, j'ai encore plein d'idées pour faire des poèmes. Et Mallarmé lui a dit, mais on ne fait pas des poèmes avec les idées, on fait des poèmes avec des mots. Et ça, c'est tout à fait Corbeau. C'est-à-dire qu'on fait aussi, avec Canaletto, on regarde, c'est pas réaliste, c'est de l'imaginaire. Mais ça, à mon avis, il faut vivre ça de l'intérieur, il faut être poète pour repérer ça. Il ne faut pas technicien, pas comprendre, enfin, bureaucrate, fonctionnaire. Je ne sais pas lui échapper. Oui. Je voudrais aussi dire que, parce qu'il était poète et qu'il aimait la poésie, il était dans la dissidence quotidiennement. Ouais, et s'il n'a pas été connu, c'est son honneur d'une part, et de passer la ligne de conduite éthique qu'il a poursuivie toute sa vie. Et c'est pourquoi ces livres sont d'une richesse inépuisable et ils vont durer. Il a été marqué par l'Italie. Je pense que la pensée de Umberto Eco a été capitale pour lui. L'œuvre ouverte, ça a été beau. Et je me souviens, quand Umberto Eco est mort, j'étais dans le train, j'allais de Venise. Ils ont republié la première petite. Il faisait ses chroniques dans Epoca, je ne sais pas. Dans l'Espresso. C'était la première. Ils ont remis la première. Et je l'ai recité Umberto Eco, il dit les idées vous viennent un peu par hasard. C'est pour ça qu'elles ne sont jamais complètement vôtres. Ça, c'est beau. Il faut être conscient que c'est nous les responsables de la manigation, mais on ne sont pas complètement à nous. On est tellement de gens étaient avant nous, tellement de bâtiments, tellement d'expériences, tellement de guerres, de paix. On n'est pas maître des choses qu'on fait. On peut juste essayer, risquer. Il faut risquer. Il avait dit, du reste, Corbeau, le courage de l'hypothèse. Parce que, alors là, une des choses qu'il haïssait, c'est l'accumulation de données. Et là, c'est très intéressant par rapport à l'intelligence artificielle, tout ça. Bernard Stiegler a aussi écrit que, oui, les machines, c'est très bien pour faire voler les avions, pour les trains, la chimie, je ne sais pas quoi, les opérations du cœur, mais pour le reste, la créativité est toujours une bifurcation. Or, les machines ne font que beaucoup plus vite que nous, donc elles sont efficaces. Elles ne répètent que des calculs. Et Corbeau était bifurcateur. Oui, moi je voulais dire que probablement le livre sur Venise est aussi le fruit de certains autres travaux. Par exemple, je crois que c'est Page, un Américain, qui avait essayé de reconstruire Paris à travers un certain nombre de places qui avaient été détruites. Hein, et ensemble, son travail sur Hubert Robert, hein, tout ça, pour finir, a permis à Corbeau d'avoir cette idée que la vue exacte était un cas limite du caprice, en somme. Hein. Et d'ailleurs, ce livre admirable, parce qu'il présente tout à coup un vrai abord nouveau de l'œuvre de Canaletto et en même temps le signe de sa non-reconnaissance. Parce que quand on regarde après les travaux sur Canaletto, les expositions sur Canaletto, il y a un rejet de sa pensée. Il avait un très bon ami, Henri Stirling. Oui. Henri Stirling, je le vois. Et lui, il avait la même attitude. C'est un homme extraordinairement élégant. Il a travaillé sur l'architecture turque, encore. Mais il a fait une chose extraordinaire, que tu dis, ils n'ont pas tenu compte du travail d'André. Oui. On continue avec. Oui. Lui, il a examiné, quand on disait il n'y a pas de pensée en dehors des choses, il s'est posé le problème Henri Stirling, des lignes de Nazca.
où tout a été dit, observatoire extraterrestre, soucoupe volante, sauf que lui, il s'est posé sur le fait qu'il y avait des tissus par les indigènes qui étaient là-bas, les Quechua, je crois, dont les linceul étaient faits d'un seul fil. Extraordinaire. Et pour ce fil, c'était, je ne sais pas, 300 km, enfin, je sais pas, j'oublie le nom, mais 200 km d'un seul fil. Comment c'est possible de faire ça avec un métier à tisser? Et il a dit, ce sont des métiers à tisser, c'est quelque chose, c'est losange, comment on appelle ça? Et il a trouvé des morceaux de bois aux deux extrémités qui correspondent évidemment à ce qu'on voit dans les paysannes quechua des Andes ou eh bien, j'ai jamais vu citer ce livre. On continue à blatérer sur les extraterrestres. Et en ce sens, moi, on a bien connu Henri Sturin parce qu'il venait au cimetière des Rois. Il est mort, là, je crois, il y a 2 ans. Et cet homme, il avait la même élégance, parce qu'on n'a pas parlé de ça, il était très élégant, Corbeau, c'était jamais de vulgarité. Il pouvait s'énerver, ça oui, dire des bêtises, il pleut toujours, les feux sont rouges, c'est pas possible. Mais toujours charmant. Comme Bernardo. Ils ont vraiment eu quelque chose d'extraordinaire, cette rencontre. Moi, j'ai vu ça un peu de l'extérieur, mais oui, mais j'ai vu la gentillesse, la générosité, quand même, le soutien de ces gens. Parce que Corbeau, on parlait del Progetto del Suolo, je me souviens, quand j'ai fait le parc de Nancy, il est venu en avion pour le vernissage. Il a dit, enfin, on parle toujours, mais là, c'est un projet de sol. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut dire il faut dire que ces gens, c'est qui, Corbeau, ils ont donné de l'énergie aux jeunes, parce qu'ils sont aussi dans leur enseignement, ce n'étaient pas des brutes. Bernardo a laissé à Genève le souvenir d'un homme extraordinairement proche des étudiants, extrêmement exigeant, mais une exigence qui était provoquée chez les étudiants, une auto-exigence que les étudiants, par admiration, par sympathie, par quoi, enfin, ces hommes ont été, en tout cas Bernardo, il faut quand même parler de Bernardo, était un homme irradiant. C'est rare chez les profs. Laissons Ariane peut-être conclure alors sur la nécessité d'aller au-delà de cette réalité, d'imaginer, de couvrir de la réalité d'autres éléments, ne pas s'arrêter là, disons. Mais peut-être, moi, ce que j'aimerais avant tout dire, c'est que, parce que je ne suis pas la seule à ne pas avoir connu Corbeau, c'est qu'il faut peut-être lire ce poète dissident, le lire, parce qu'il est, enfin je le disais, d'une telle actualité et qu'il est, je crois, incroyablement inspirant. Et je terminerai là-dessus. Vous lire une phrase que j'ai trouvée dans son texte « Ville et campagne » qui me parle énormément et qui m'explique, je crois, peut-être aussi ce que je cherche, ou peut-être une clé de compréhension. Il dit dans ce texte, donc c'est la ville, vous aurez compris, la ville me passionne. Il nous dit, d'abord la ville domine, ensuite elle grossit, sans fièvre, invente, fomente, réalise, planifie, transforme, produit, échange, éclate et se répand. Et je crois que c'est là où nous on doit garder le fil en tant qu'architecte, c'est quelque part continuer à écrire cette histoire. Ce que tu fais, tu nous as montré, c'est magnifique. J'ai une petite critique là sur le truc, c'est pas important. Tu as dit que Paola, par exemple, faisait partie de l'équipe sur les infrastructures. Dans le dernier livre de Paola, Le jardin biopolitique,
La partie que j'ai lue attentivement, c'est sur le plan Braillard. Cette structure potentiellement qui est inachevée, qui n'a pas encore été réalisée, mais que vous regardez. Et ça, je pense que ça devrait être super présent, comme une matérialité possible, pas un machin un peu abstrait. Il y a une chose que tu n'as pas vue sur ce dessin, et c'est pour cette raison-là que je l'ai montré. J'ai rien vu. Voilà. Tout en bas, il y a une coupe d'un terrain. Oui, j'ai vu. Voilà. Et puis il y a une cité, il y a une cathédrale. Voilà. Et pour moi, c'est. Pardon ? Je suis d'accord. Ouais. Ça, je suis assez d'accord que la ligne du bas, elle est vachement bien. Voilà. Alors, moi, je suis sur la ligne du bas. Et c'est ce qui m'a plu. Et ce qui nous a amené sur la ligne du bas, ce qui fait que, entre autres, Paula s'est promenée dans ce territoire, d'autres personnes sont promenées dans le territoire. Et c'était le message que je veux faire passer avec ce schéma. Et c'est là où il nous a permis d'aller, c'est sur le terrain. Voilà. Mais il y a une richesse potentielle dans ce plan Braillard que je voudrais travailler encore aussi. Je peux juste dire quelque chose à propos de Venise et de Corbeau. Je pense qu'on peut retenir une toute petite chose, c'est et ça vaut aussi dans d'autres circonstances, c'est ne pas confondre l'exactitude et la précision. Bien, je pense qu'on peut terminer. Paula. Merci à vous. Non, mais